Alors, peut-être présenter un peu rapidement mes deux collègues quand même. Alors, bon, moi, je m'appelle Géraldine Guérillo, je suis la coordinatrice du groupement. Je suis venue avec Swazik. Un petit mot, Swazik, sur tes activités. Bonjour à tous, donc moi je suis donc Swazik Lalancette et je suis responsable de l'Observatoire de données de Marsouin, donc l'observatoire qui est en charge de la collecte de données. Donc on organise des enquêtes auprès de différents publics, individus, entreprises, collectivités, tous les 3 ans. Donc on a des données longitudinales et voilà. Et je travaille donc avec Fabien Collat. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc moi, je suis le statisticien en fait de l'équipe, donc je m'occupe de tout ce qui est traitement de. Cette conversation va être enregistrée. Voilà, donc c'est tout ça pour moi la Notech, c'est un ensemble, c'est une vie plus sobre, plus. Voilà, donc la réparabilité est aussi très importante, donc il faut. Alors, on entend quelqu'un qui parle. On est sur 2 conférences en même temps. D'accord. Ça y est? C'est bon, je pense. Bon, et bien là, on continue. Donc, voilà, donc on va vous présenter un focus sur les éloignés du numérique lié à suite à notre enquête de Capuni-Crise, donc auprès des individus et leur usage du numérique pendant le confinement. Tout d'abord, je vais vous présenter en 2 mots ce qu'est le GIS Marsouin. Le GIS Marsouin a été créé en 2001 à l'initiative de la région Bretagne, qui nous soutient toujours depuis. C'est un réseau de 200 chercheurs en sciences humaines et sociales qui s'intéressent aux usages du numérique. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 7 universités bretonnes, 3 grandes écoles en Bretagne et en Pays de Loire. La particularité de Marsouin est aussi d'avoir mis en place donc un observatoire Omni, dont Swazik a parlé et dont elle est responsable, qui mène des enquêtes depuis 2001 sous forme de baromètre. On appelle ça le baromètre du numérique en Bretagne, et qui fait une enquête annuelle auprès de 3 cibles qui changent chaque année. Donc, une année, ce sont les individus, une année, ce sont les collectivités, et l'autre, les entreprises. On vous en parlera un peu plus à la fin. Et nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler de notre enquête Capuni-Crise, qui était une enquête, pour le coup, exceptionnelle. On n'a pas pu s'empêcher. Normalement, on aurait dû faire une autre enquête, mais c'est vrai que le confinement a été entre guillemets une aubaine en termes de recherche, parce que c'était vraiment trop bête de ne pas étudier comment les individus allaient se comporter pendant ce confinement, avec quand même la place du numérique qui a pris une place centrale dans nos rapports sociaux. Je rappelle quand même un petit peu d'historique, c'est qu'on a en 2016 jusqu'en 2000, on a fait une enquête Capacity qui portait sur à quel point le numérique permet ou non l'empowerment, donc développe le pouvoir d'agir des personnes. L'enquête 2019 Capuni, qui n'était pas en période de confinement, qui nous permet de comparer nos résultats aujourd'hui, et qui en fait posait des questions du type si vous faites telle action, est-ce que vous le faites seul, est-ce que vous faites aider, enfin bon, ça nous permettait vraiment de voir le positionnement du numérique, et l'enquête Capuni-Crise. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'une notion que Marsouin met en avant avec ses chercheurs, parce que comme vous le savez probablement tous, on raisonne aujourd'hui beaucoup en termes de internautes ou non-internautes. Les internautes, en fait, sont les personnes, les non-internautes sont les personnes qui n'ont pas utilisé Internet dans les 3 derniers mois. Et c'est vrai que pour étudier donc l'éloignement du numérique, ça paraît un petit peu restreint comme façon de voir les choses, parce qu'on s'est rendu compte, on se rend compte qu'il y a des gens qui utilisent, parmi les non-internautes, il y a des gens qui utilisent le numérique sans forcément le savoir et sans en avoir vraiment bien conscience, sous forme d'applications mobiles. Il y a un exemple tout bête, mais ma grand-mère utilise WhatsApp, mais si je lui demande si elle utilise Internet, elle me dira non. Et l'INSEE aussi parle beaucoup d'électronisme. Donc, ce sont des personnes qui ne se sont pas connectées depuis plus de 12 mois.
Et c'est vrai que nous, par notre enquête, on a voulu mettre en avant la notion d'éloigné du numérique, qui finalement englobe des personnes qui sauraient utiliser certaines tâches numériques, mais qui ne sont pas forcément très habiles et très compétents, ou je ne sais pas comment on peut le dire, mais qui n'utilisent pas vraiment Internet tous les jours. Swazik, est-ce que tu peux montrer la slide d'après pour qu'on se rende bien compte de ce qu'on a voulu, voilà, celle-ci. Donc, comme Fabien, peut-être que je te laisse la parole pour préciser un petit peu les choses. Ouais, voilà. Oui, du coup, donc comme le disait Géraldine, on a la distinction entre internautes et non-internautes, donc comme on peut le voir à gauche de la figure. Donc nous, on a observé le nombre de ces internautes, la proportion de ces internautes dans la population bretonne entre 2019 et 2020, et donc on voit que entre le confinement et 2019, il n'y a pas eu une augmentation réelle du nombre de personnes qui ont utilisé Internet. Donc nous, on a voulu faire des profils un peu plus nuancés parmi les internautes en fonction de leurs habitudes de connexion, et donc on a choisi deux usages numériques qui sont la connexion aux réseaux sociaux et la recherche d'informations sur Internet, donc notamment via Google. Et on a fait des profils parmi les internautes en fonction de leur fréquence d'usage de ces outils numériques. Et donc, on a distingué trois types d'internautes. Donc, les hyperconnectés, on les a qualifiés d'hyperconnectés, donc ceux qui se connectaient plusieurs fois par jour à ces deux usages. Ensuite, les connectés, ceux qui se connectaient plus souvent qu'une fois par semaine, et les peu connectés, qui se connectaient moins souvent qu'une fois par semaine. Et donc, on a ce qu'on définit en fait comme éloignés du numérique, ce sont les peu connectés, donc qui ont finalement des habitudes de connexion assez rares, et les non-internautes. Et donc, si on n'a pas observé de nouveaux usagers finalement d'Internet durant le confinement, ce qu'on peut voir, c'est que en tout cas par rapport à ces usages qu'on a choisis, les fréquences de connexion durant le confinement ont augmenté. Et on remarque que par exemple la proportion de personnes qui se connectent plusieurs fois par jour à ces deux usages a augmenté de 18 points, donc c'est passé de 5% en 2019 à 23% durant le confinement. Et en revanche, la proportion de personnes qui se connectent moins souvent qu'une fois par semaine a diminué, elle, de 9 points, puisqu'on est passé de 15% à 6% de ce qu'on qualifie de peu connectés. Donc, on voit que pendant le confinement, finalement, il y a eu un glissement des usages et des fréquences de connexion, donc avec des internautes qui se sont connectés plus souvent. Alors après, on ne peut pas dire que ça va être, ça va rester comme ça dans le temps. Ça, on le verra lors de la prochaine enquête. Est-ce que c'est juste un effet pendant le confinement ou est-ce que c'est vraiment une évolution définitive des usages? Mais du coup, pour l'instant, c'est ce qu'on a observé. Et donc ensuite, on s'est intéressé à savoir si il y avait des différences selon ces profils d'usage de certains outils numériques, et donc notamment est-ce que les internautes faisaient leur démarche en ligne ou non. Donc on a pris l'exemple des opérations bancaires et des démarches de sécurité sociale, et donc on a posé la question de savoir si les individus faisaient ces tâches-là avec le numérique ou non. Et donc ce qu'on voit, c'est que parmi les personnes qui avaient des habitudes de connexion plus fréquentes, donc les hyperconnectés, comme on les appelle, on a 98% de ces personnes qui effectuent leurs opérations bancaires en ligne, contre 61% seulement parmi les peu connectés, donc qui se connectent plus rarement. Et pour les démarches de sécurité sociale, l'écart est encore plus grand, puisqu'on a 91% des hyperconnectés qui effectuent ces démarches en ligne, tandis qu'il y en a seulement 39% parmi les peu connectés. Donc, ce qui semble se dégager, c'est que il y a vraiment un clivage assez fort qui s'est peut-être accentué avec le confinement entre ceux qui se connectaient déjà
assez souvent avec le numérique et donc qui effectuent leurs démarches en ligne, et ceux qui se connectent déjà moins souvent et qui du coup ont peu accès à ces démarches en ligne. Et donc par ailleurs, on a posé la question de est-ce que les individus ont senti qu'ils s'étaient améliorés et qu'ils savaient faire plus de choses avec le numérique depuis le confinement. Donc on a 21% des internautes qui déclarent s'être améliorés avec le numérique durant le confinement. Et en revanche, parmi les peu connectés, on est seulement à 4%. Donc on voit que ceux qui se connectent peu à Internet, finalement, ont moins profité que les autres du confinement pour s'améliorer avec le numérique, ce qui peut augmenter un peu le clivage entre ces personnes qui sont peu connectées et les autres qui ont des habitudes de connexion plus importantes. Merci Fabien. Je vais rajouter deux petites choses pour bien préciser quand même quand on parle de cette nuance dans la définition d'internaute et on voit l'évolution entre 2019 et l'année dernière, 2020, pendant le confinement. Donc Fabien l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on peut se dire il y a un effet confinement, une hyperconnexion qui est venue avec le confinement, donc il faut vraiment... On ne peut pas dire ça, il y a vraiment aussi un mode de vie qui s'est mis en place pendant le confinement qui a été très numérique. Tous nos rapports sociaux se sont passés par le numérique, donc on a une augmentation certaine des connexions et des usages, mais ça serait à vérifier dans une autre enquête pour vraiment voir si on avait un effet confinement qui reste ou alors c'était vraiment juste pendant cette période de confinement. Donc, sur les usages numériques, finalement, ici, on aborde la question de la dématérialisation aussi des services publics parce que tout est fait pour qu'on utilise davantage le numérique, que ce soit les démarches de sécurité sociale, que ce soit les démarches de la CAF, de Pôle emploi ou encore les opérations bancaires. Donc, c'est une thématique, je pense, qui vous intéresse et qui est assez intéressante, et notamment cette notion d'internaute et d'éloigné du numérique a tout son intérêt quand on parle de tout ça. Et j'aimerais un peu conclure sur l'enquête qu'on est en train de construire en ce moment qui va s'adresser aux collectivités. Comme je l'ai dit au début, plusieurs enquêtes sont faites et là, cette année, c'est vraiment les collectivités. Et la question qu'on va se poser, qui va être assez centrale dans cette enquête, c'est la dématérialisation des services publics. Qu'est-ce que ça a fait aux communes et aux mairies? Comment elles se sont adaptées? Est-ce qu'il y a eu du coup des demandes très particulières qui ont été faites? Comment le personnel a pu aussi se mobiliser pour répondre à ces demandes? Donc, c'est le travail qu'on est en train de faire. Donc, l'enquête devrait être lancée fin d'année, fin 2021, et on devrait avoir les résultats en 2022. Donc, je pense que ça sera assez intéressant aussi de ce point de vue-là, et ça complétera aussi cette dimension éloignée du numérique qu'on a pu aborder dans les enquêtes auprès des individus. Merci à tous. Merci. Alors... ce qu'on propose, c'est plutôt de garder les questions pour tout à l'heure. Donc, vous pouvez déjà les indiquer dans le chat si vous en avez pour ne pas les perdre de vue d'ici la fin des présentations. Et donc, si Benoît est prêt, je te propose, Benoît, de prendre la main pour nous présenter la dernière production, le dernier travail de l'ABACSET, de la recherche-action. Bonjour à toutes et tous. Merci Elisabeth et merci aux gens de Marsouin pour la présentation. Du coup, je vais vous diffuser mon écran également. Je peux bien un petit top quand vous le voyez. Alors, c'est bon. Il n'est pas en plein écran pour l'instant. Alors, du coup, voilà, je vais vous parler du portrait territorialisé de la relation administrative.
qui... alors, bah, du coup, vous ne voyez sûrement pas le bon écran. Non, ouais. Tu démarres pas par le travail sur les lieux. Hop là. Bon, je vais me débrouiller sans le plein écran, ce sera tout aussi bien. Quelques mots pour commencer, du coup, du projet LabAccès. Voilà, pour replacer un peu les choses dans le contexte, hein, le projet LabAccès, c'est un projet qu'on mène depuis 2017 au sein du TILAB. Le TILAB étant un laboratoire d'innovation publique régionale partagé entre la région Bretagne et les services de l'État, mais qui vise à développer des projets coopératifs voilà, en mode un peu éprouvette, qui ne trouvent pas forcément leur place au sein des organisations, puisqu'on a besoin peut-être parfois d'expérimentation pour fonctionner différemment. Le LabAccès, en fait, c'est un projet qui cherche tout à la fois à apporter un éclairage sur les effets vraiment de l'e-administration, hein, de la dématérialisation sur les parcours d'accès aux droits sociaux et par extension aux différents services publics hein, qui sont dématérialisés. Et puis également, comme c'est un projet porté au sein d'un laboratoire public, d'expérimenter des pistes permettant de lutter contre le non-recours aux droits. Voilà, dans ce contexte qui est très impactant et voilà, dont nos travaux démontrent qu'ils sont également très impactants sur la médiation numérique, on va dire, dans sa dimension traditionnelle, puisque énormément de médiateurs numériques sont confrontés à des demandes d'accès à des droits d'urgence hein, qui, du coup, relèvent plus du mode guichet administratif, on fait à la place des gens, que du mode de l'accompagnement ou de la recherche de l'autonomisation, voire même de la capacitation citoyenne en matière de numérique. Ce projet a deux types d'approches, hein, des accompagnements scientifiques, actions de recherche ou recherche-action, qui du coup visent à repérer un certain nombre d'éléments, faire un état des lieux et un état de l'art et envisager un certain nombre de nouveaux outils. C'est là-dessus que je vais du coup accentuer ma présentation. Et puis les actions aussi développées en approche design de service qui permettent de trouver des solutions, qu'elles soient vraiment très opérationnelles, très locales, qu'elles soient numériques. Et tout ça nous permet également de poser un certain nombre de problématiques ou d'éléments permettant une meilleure décision publique, en tout cas on l'espère. Aujourd'hui, du coup, le LabAccès avance sur vraiment trois dimensions. Hein, une dimension recherche, dématérialisation et accès aux droits et aux services publics avec plusieurs volets. Une dimension animation de communautés de travail et d'intérêt autour de différentes thématiques qui nous sont du coup données à la fois par les éléments de recherche et par les acteurs de terrain avec qui on travaille. Et puis des choses qui répondent plus à une dimension de design de l'accueil et d'accompagnement et administratif et pour lesquelles on a également des productions. Du coup, ces productions, alors où elles sont effectivement sur la base de rapports de recherche ou d'éléments voilà, statistiques qui nous permettent du coup d'avoir des indications, ou elles relèvent de la construction de communs dans l'animation de communauté, ou bien elles se matérialisent par des livres de recettes où on délivre à la fois les résultats de nos expérimentations concrètes en matière de design et les méthodologies qu'on utilise pour permettre leur reproductibilité sur d'autres territoires, hein, sachant que notre rôle n'est pas d'accompagner tous les territoires en matière de médiation et administrative, mais bien de donner nos méthodologies pour qu'elles puissent être répliquées à différents endroits. Parmi les actions qu'on a menées, il y a effectivement récemment le portrait territorialisé de la relation et administrative, ce qu'on appelle dans notre jargon le portrait A, et dont l'objectif est d'explorer les dimensions territoriales de l'accès aux droits dans le contexte de la dématérialisation. Pour cela, en collaboration du coup avec l'agence départementale d'Ille-et-Vilaine, hein, du département sur le pays de Brocéliande, on a travaillé avec 3 EPCI, plutôt voilà, en milieu rural, avec du coup une origine hein, de ce portrait A qui se situe dans les travaux qu'on avait déjà engagés auprès de ce territoire et dont on a pu voir qu'il manquait un certain nombre de données territoriales, un certain nombre d'éléments d'enquête permettant du coup tout à la fois d'interroger la manière dont les habitants, hein, dont les usagers des services peuvent faire face aux exigences numériques de la relation administrative dématérialisée
et s'intéresser aux ressources existantes sur le territoire, mais également à celles qui sont vues du point de vue des habitants, pas uniquement celles qui sont vues du point de vue des institutions. Donc, ça permet d'avoir deux types de production, hein, d'identifier au niveau territorial les facteurs de vulnérabilité, et puis de constituer des indicateurs d'aide pour tous les dispositifs qui peuvent être déployés et l'articulation, on va dire, des différents segments d'offres qui existent déjà en matière d'accompagnement et administratif au sens large. Aujourd'hui, du coup, on délivre un certain nombre d'outils autour de la mise en œuvre de cette méthodologie. Donc déjà, une note méthodologique qui est disponible sur le site labaccès.fr, le résultat de notre premier portrait à l'échelle de ces 3 territoires, et puis également, je vous le présenterai rapidement, un premier prototype un peu numérique, cartographique et tableau de bord, qui permet du coup de rendre compte de ce que ça pourrait représenter, le passage à l'échelle de cette méthodologie et l'utilisation sur d'autres territoires qui souhaiteraient s'en emparer. Donc pour nous, l'idée c'est tout à la fois d'avoir un outil qui permet de renverser les analyses traditionnelles de l'inclusion numérique au service de la démat, puisque le principe du LabAccès, c'est de poser le fait qu'on raisonne souvent en disant que nos habitants, nos usagers manquent de compétences numériques pour accéder aux démarches administratives. Au LabAccès, on préfère parler des exigences numériques, c'est-à-dire que lorsqu'une démarche est dématérialisée, elle impose un certain nombre d'exigences auprès des usagers pour pouvoir accéder aux droits auxquels ces démarches leur permettent de prétendre. Ces exigences relèvent du champ administratif, mais également du champ du numérique. Tout ça est assez croisé. Pour vous donner un exemple très concret, lorsque un certain nombre d'études montrent que seulement 30% des Français peuvent réaliser de manière autonome une demande de carte grise, on peut se poser la question de savoir si c'est bien les gens qui manquent de compétences pour pouvoir le faire, ou si effectivement on leur impose beaucoup trop d'exigences. Deuxième aspect sur les exigences numériques, ce qu'on constate, c'est que plus on est précaire, plus on est confronté à la dématérialisation, puisque une personne CSP+, va avoir 3-4 démarches dématérialisées à opérer tous les ans, là où une personne précaire peut en avoir jusqu'à 3 ou 4 à réaliser par mois pour actualiser un certain nombre de situations auprès d'un certain nombre de services. Notre portrait se développe sur 4 dimensions, 3 dimensions qui sont assez socio-démographiques et qui font appel à des données nationales et à des données locales. La première relève de l'accès aux équipements et aux réseaux, donc à la fois effectivement la qualité des connexions qui peut exister sur les territoires, le taux d'équipement des ménages et puis la typologie des équipements. Ce n'est pas la même chose de faire une démarche administrative sur une application ou sur un site web via un ordinateur, sur un smartphone. Une deuxième dimension qui relève effectivement d'identification de facteurs sociodémographiques permettant de dire ces populations sont en fragilité socio-numérique, manque de compétences pour accéder aux ressources disponibles sur le numérique et sur Internet. Une troisième dimension qui vise à identifier des facteurs d'exposition aux exigences numériques, donc des populations qui vont être confrontées à de nombreuses demandes, dont on aimerait aussi qualifier la difficulté. Un certain nombre, les démarches ne sont pas toutes équitables entre elles en matière d'accès. Et puis une quatrième dimension qui est vraiment la dimension très territoriale qui permet d'essayer de repérer comment se répartissent sur les territoires les possibilités d'accès à l'aide aux démarches administratives, tout à la fois du point de vue des institutions, donc en partant de cartographies existantes, et puis en partant d'enquêtes territoriales qui nous permettent de savoir auprès des institutions, mais aussi auprès des habitants, comment est-ce qu'effectivement ils font face aux exigences administratives. Donc pour ça, on mobilise des données sociodémographiques qui sont disponibles, INSEE-CAF, des données qui sont disponibles ou à produire aux échelles locales. On en a déjà des territoires qui ont développé du coup un certain nombre de données qui sont utilisables dans ce cadre. Et puis sur la partie plutôt qualitative, on réalise des ateliers collaboratifs, des entretiens collectifs auprès de groupes de professionnels impliqués dans cette relation socio-numérique et un certain nombre de monographies de lieux d'aide qui nous semblent un peu caractéristiques de l'offre qui est réalisée sur les territoires d'enquête.
Et du côté des habitants, ça se déroule jusqu'à maintenant par questionnaire sur les pratiques numériques en lien avec les démarches administratives. Questionnaires qui sont ou de manière autonome pour la population globale ou en direction des publics les plus éloignés du numérique, de manière accompagnée, de façon à pouvoir être sûr d'aller trouver les publics les plus éloignés de ces questions-là. L'idéal étant dans ces cas-là de trouver effectivement les lieux où ils sont, notamment qui permettent de résoudre cette fameuse problématique des publics invisibles. Voilà, donc on a déjà des résultats qu'on a réussi à sortir de cette première enquête de territoire que vous trouverez intégrée dans une note complète sur le site du Lab Accès, dans la partie études et rapports. Je vais moi de mon côté vous présenter rapidement comment est-ce qu'on essaye de donner à voir aujourd'hui cette enquête pour qu'elle puisse être éventuellement développée ailleurs, mais ce n'est qu'une manière de rendre compte de la façon dont on peut décliner un portrait territorial de la relation administrative. On a développé un prototype, ce que vous voyez n'est absolument pas du coup une application terminée, c'est un prototype qui, comme ce qu'on fait au TIDAB, demande plusieurs itérations pour être développé, ce qui nous permet à chaque fois de la confronter à la réalité des différents usages, que ce soit parfois de la part des habitants, des citoyens, et puis également de la part des administrations, des décideurs ou des techniciens opérationnels médiateurs. Donc voilà, on a ce premier, on va dire, cette première pop-up qui avertit sur ce qu'on essaye de construire. Et puis derrière, du coup, une cartographie pouvant intégrer des tableaux de bord permettant tout à la fois d'indiquer sur un territoire par un système de couches quel est le score de fragilité socio-numérique qu'on détecte avec du coup des données sociodémographiques. On peut venir y rajouter du coup l'effectif, c'est-à-dire la population qui potentiellement sur un territoire est fortement confrontée à des exigences numériques multiples, donc à des démarches régulières et complexes à réaliser en matière administrative. Les territoires qui disposent d'un réseau mobile faible, d'une faible couverture, ceux qui disposeraient du coup d'un faible taux de connexion au haut débit, à un débit intéressant pour réaliser ces démarches, et puis l'identification d'un certain nombre de lieux ressources qu'on essaye de qualifier par segment d'offres, c'est-à-dire si j'en choisis un par exemple, on voit que ici le seul segment qui existe, c'est le fait d'être informé et orienté autour des démarches administratives. Attention, notre portrait ne s'intéresse qu'à cette dimension-là, on va dire de la démédiation numérique. Voilà, et donc ça permet tout à la fois de qualifier les offres qui sont proposées dans les différents services, mais aussi les conditions d'accès à ces offres. Est-ce qu'elles sont gratuites? Est-ce qu'elles sont payantes? Est-ce qu'elles sont accessibles uniquement aux horaires de bureau ou de manière beaucoup plus ouverte? Et puis, est-ce qu'elles sont accessibles en matière de mobilité? On sait très bien qu'il y a un vrai enjeu sur le déplacement vers ces lieux d'accès à ces différentes ressources. Donc voilà ce que je pouvais vous en dire aujourd'hui pour provoquer les échanges qu'on pourra avoir tout à l'heure autour de cette méthodologie du portrait A qui est en train, entre guillemets, de se déployer à d'autres échelles pour améliorer encore notre processus. Merci. Merci Benoît. Alors juste, je pense que en fait on va recoller les morceaux parce qu'en fait je pense qu'on t'attendait un petit peu sur la présentation du travail sur les lieux de médiation. Ah mince, pardon. Et donc, tu es parti sur le portrait A. Donc, ce que je vais faire, c'est que du coup, Hélène et moi, on va embrayer sur le chantier. Et si tu peux nous dire 2 mots tout à l'heure pour terminer du travail que vous avez fait sur les lieux, on va essayer de remettre les choses dans l'ordre. Bon, donc du coup, mais merci pour cette présentation du portrait A, tout à fait intéressante. Alors, je vais essayer. Ah non, zut. Alors, je vais mettre en partage mon écran ici pour vous présenter du coup le chantier. Accès au droit, inclusion numérique qui est conduit sur Brest Métropole. D'ailleurs, il est.
Donc, vous devriez l'avoir bientôt. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous voyez? C'est bon? Merci Arnaud. Donc, une présentation à deux voix. Hélène pourra présenter la partie formation tout à l'heure. Juste, je vais essayer d'être assez concise sur l'historique du projet. Donc, c'est un projet à l'échelle de Brest Métropole. C'est donc un projet territorialisé qui réunit de nombreux partenaires. Donc, c'est un peu, il y a un défi derrière ce projet, c'est de pouvoir jouer la rencontre de deux mondes qui ne se parlent pas forcément, qui n'ont pas eu l'habitude de se parler, qui sont les mondes du social et du numérique. Donc, ces images pour vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait en termes de rencontres. Donc, ce projet multipartenarial, eh bien, qui on retrouve comme partenaire? Donc, d'abord, c'est un copilotage département du Finistère et Brest Métropole, et avec la présence de l'ensemble des communes de Brest Métropole, des CCS, des opérateurs qui sont là quasiment, ils sont presque tous là, il manque la MSA simplement, l'État qui est présent, les maisons France Service, les acteurs du coup associatifs du numérique mais aussi du social, et les accueils généralistes, hein, parce qu'on pense bibliothèques, aux mairies, et puis comme déjà dit, le conseil départemental et Brest Métropole. Alors, il y a 4 enjeux majeurs auxquels dont on s'est saisi, bon, des questions d'équité, d'inclusion, d'innovation sociale et citoyenne et la place des habitants. Alors, je ne les ai pas cités là, mais ils sont bien présents et c'est une vraie préoccupation dans le projet qu'ils puissent être contributeurs aux différents moments, notamment autour du diagnostic qu'on évoquera tout à l'heure. Et la finalité du projet, alors c'est quelque chose qu'on souhaiterait atteindre, mais c'est toujours les finalités, c'est toujours très ambitieux, c'est de pouvoir garantir l'accès aux droits donc pour toutes et tous, avec avec quand même ces deux aspects, c'est-à-dire que on aurait pu dire on prend que la dimension accès aux droits, mais on a aussi intégré l'inclusion numérique et ça c'est partagé par l'ensemble des partenaires en disant que les usages du numérique en dehors de l'accès aux droits ou au-delà de l'accès aux droits sont aussi émancipateurs et permettent aux gens d'être beaucoup mieux dans leur quotidien et de se saisir ensuite de ces démarches administratives en ligne. Quelques dates clés par rapport à ce projet. Donc, on a démarré en janvier 2019. On a joué depuis le début du projet la rencontre que j'évoquais et aussi une certaine acculturation au sujet. Alors, côté accès aux droits, que tout le monde puisse parler de la même chose, qu'on puisse dire ce qu'on met derrière accès aux droits, mais aussi côté numérique et notamment de dépasser certaines représentations comme les tendances qu'on aurait pu constater, c'est-à-dire de se dire bon finalement le problème de l'accès aux droits c'est le numérique. Non, le problème de l'accès aux droits c'est pas que le numérique, c'est des difficultés qui sont liées à l'accès aux droits parce que les droits c'est complexe, etc. C'est aussi lié au numérique, c'est un peu c'est un peu des deux, c'est pas si clair que ça et si tranché. Et donc, on est aussi allé à la rencontre d'autres lieux comme à Rennes pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Et puis, on a organisé cette journée de travail à laquelle les acteurs du territoire ont répondu vraiment avec force puisqu'on avait 150 places et qu'on a été obligé de refuser du monde tellement il y avait d'intérêt des acteurs sur ce sujet. Voilà. Et donc, on a entamé une nouvelle étape récemment avec 2 actions qu'on va vous présenter. Donc, juste pour dire un peu comment on fonctionne, il y a un pilotage politique du côté du contrat de ville, mais aussi de l'ex-contrat de territoire, signé entre le département et Brest Métropole. On a une équipe projet un peu large et puis des groupes de travail et des plénières où on réunit tous les acteurs. Il y a 4 grands axes. Donc, l'idée, la première idée, c'était de se dire qu'on a besoin de se structurer, de se coordonner parce que, en gros, sur le territoire, on ne sait pas ce que fait le voisin. Même des fois, c'est la porte d'à côté. On ne sait pas ce qu'il propose en termes de médiation numérique ou d'accompagnement social. Et on a besoin donc de savoir qui fait quoi et surtout d'avoir aussi des niveaux de réponse
donnés par chacun pour pouvoir se coordonner et faire en sorte que les habitants trouvent des réponses à leurs demandes. Il y a aussi la question de la montée en compétence des acteurs qui est remontée très fort, c'est ce que évoquera tout à l'heure Hélène. Et puis la question d'utiliser le numérique comme vecteur d'émancipation auprès des habitants. Donc la formation territorialisée, un axe fort. Donc là, je laisse Hélène présenter cette action portée par le département du Finistère. Oui, merci Elisabeth. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, une des actions en lien avec ce qu'Elisabeth a dit, la montée des compétences, hein, c'est un travail, hein, cette formation en tout cas, elle a été imaginée et elle a fait l'objet d'un travail partenarial dans le cadre du chantier. Elle a été imaginée aussi ou pensée de manière territorialisée, c'est-à-dire regroupant des personnes finalement qui sont aussi bien du monde de l'accompagnement social, de l'accompagnement numérique et qui interviennent sur un même territoire et peut-être en direction finalement des mêmes publics. Donc, elle est destinée à l'ensemble des partenaires du réseau au niveau du chantier et elle prévoit finalement l'acquisition d'une culture numérique commune et dans l'idée finalement que ce soit un socle pour de nouvelles coopérations et un renforcement du réseau. Donc, elle a été imaginée sur 2 ans, enfin, elle est prévue sur 2 ans, avec l'idée de former 320 personnes, des personnes qui seront formées en groupe de 16, donc faire des petits groupes de 16, et qui auront la particularité de mixer, qui est une mixité aussi bien professionnelle qu'institutionnelle. Hein, donc, vous voyez des groupes avec des agents qui peuvent être des agents des communes de la métropole, des CEDAS, des opérateurs, des habitants également, des acteurs de la médiation numérique ou des associations de solidarité. Une formation qui va durer 3 jours. Hein, donc, les personnes qui participent à cette formation s'engagent à participer sur ces 3 journées de formation, donc au sein du même groupe de 16 personnes. Il y a 3 thèmes qui vont être abordés lors de cette formation, la question de l'accès au droit, de l'inclusion numérique et les postures d'accompagnement. Pour mener à bien cette formation, on a sollicité les fonds REACT-EU du plan de relance européen qui permettent, voilà, le dossier est en cours, il est instruit actuellement par la région, mais qui vont permettre d'avoir un financement normalement à hauteur de 100% de cette formation. Le cahier des charges de la formation a été travaillé dans le cadre du chantier. Le marché est lancé, voilà, et on espère pouvoir démarrer les formations d'ici la fin de l'année, donc à l'automne, peut-être faire 3 sessions à l'automne, et puis les autres sur l'année 2022, avec une fin au printemps 2023. Donc voilà ce qui est imaginé autour de cette action qui est une action fortement attendue, en tout cas par les membres du chantier et du réseau. Merci Hélène. Alors, je n'avais pas le diaporama, donc j'espère que je n'ai rien oublié, parce que je vous entends très bien, mais je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Non, non, mais c'est un souci de mon équipement. Du coup, j'espère que je n'ai rien oublié. Non, c'est parfait, c'est parfait. Donc, l'autre action qu'on engage là, et ça va faire le lien avec la présentation qui a été faite par Benoît tout à l'heure, c'est ce qu'on a nommé le diagnostic, qui est à la fois composé d'un état des lieux et puis d'une analyse de cet état des lieux, et pour pouvoir identifier les manques et puis les choses, les compléments qu'il faudra apporter. Donc nous, au départ, l'idée qu'on en avait, c'est ce qui est affiché, c'est-à-dire qu'on se disait, il faut, ce que je décrivais tout à l'heure, il faut à tout prix qu'on identifie sur le territoire à la fois l'offre d'accompagnement, et puis la demande des habitants. Donc, le qui fait quoi en termes d'accès au droit, mais aussi d'inclusion numérique, d'identifier évidemment les services qui sont accompagnés, les exigences administratives qu'évoquait tout à l'heure Benoît, et puis le niveau d'accompagnement, la nature de l'accompagnement, est-ce que c'est de l'information, de l'orientation, est-ce que c'est de l'accompagnement de premier niveau, de l'expertise, etc. Et avec l'idée, non pas de créer une carto simplement figée, mais d'être dans une logique de base de données qui pourra être redéployée de différentes manières ensuite et pour différents usages.
Et du côté de la demande des habitants, c'est d'identifier pourquoi ils viennent et essayer de toucher ou de trouver aussi ceux qui ne viennent pas. Donc ça va être aussi une question de savoir pourquoi ils ne viennent pas dans les lieux, qu'est-ce qui se pose. Donc on a aussi une focale qu'on souhaite faire sur des publics spécifiques que sont les personnes qui sont en situation, en grande difficulté sociale, qui sont très éloignés numérique, mais qui peuvent cumuler différentes difficultés. Un focus aussi sur les jeunes, les besoins qu'ils peuvent avoir aujourd'hui en la matière, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est les cadres publics pour lesquels on va avoir vraiment une focale spécifique. Voilà, et donc quand on a posé ça, on a fait le lien de façon assez naturelle avec le travail qui a été fait par l'Abaxay et que nous a décrit tout à l'heure Benoît, donc le portrait A. Et donc on est en train de démarrer ce travail qui est de dire non pas d'appliquer le portrait A, de le plaquer tel qu'il a été pensé, imaginé jusqu'à présent dans l'expérimentation qu'ils en ont fait sur le pays brocéliande, mais plutôt de se dire il faut à tout prix qu'on puisse exprimer à Brest la singularité de ce travail-là et qu'on puisse aussi adapter la méthode à ça. Donc c'est ce qu'on a commencé à travailler avec donc un groupe qui travaille là-dessus et qui examine, qui est en train de formaliser en ce moment les attentes par rapport à ces 4 volets de l'indicateur vulnérabilité e-administrative. Je ne sais pas si Benoît, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou... Peut-être juste un mot pour dire qu'effectivement, la spécificité du portrait A, c'est bien de redonner, enfin pour nous, la main sur ce type de réalisation au croisement d'indicateurs disponibles aux échelles nationales et aux échelles plus locales et l'expression de l'intérêt des territoires pour un certain nombre de dimensions relevant de l'inclusion numérique et des pratiques administratives. Dont on pense tout à la fois que il ne s'agit pas de distribuer les bons points ou d'identifier uniquement les endroits où il y aurait beaucoup de besoins, mais bien d'avoir une démarche qui permette au territoire de s'outiller et d'avoir tout un ensemble de moyens d'action et de décision, et le tout dans une démarche de diagnostic partagé qui permet d'accentuer, enfin de créer, là où ça n'existe pas, ou d'accentuer là où ça existe, comme évidemment à Brest, des éléments qui tiennent de la coopération entre les acteurs, notamment dans un objectif de déterminer des parcours de capacitation qui pourraient aller de la demande d'urgence, du faire à la place d'eux, jusqu'à effectivement la formation, entre guillemets, en matière d'utilisation du numérique, mais qui doit passer par un concernement des publics et pas par une obligation à utiliser le numérique. Merci. Et juste pour terminer, pour vous donner un petit peu une vision d'ensemble en fait du chantier. Donc là, on a évoqué la formation, on a évoqué aussi le diagnostic avec le portrait A, le lien avec le portrait A. Donc l'idée, c'est après, quand ce travail-là il sera fait, c'est qu'on puisse aussi procéder par structure et globalement à des arbitrages, c'est-à-dire que chacun puisse dire, moi, dans ma structure, je peux accompagner, je vais accompagner sur telle chose et j'irai jusque-là. Et que voilà, et qu'on puisse adapter, comme je disais, s'il y a des manques, suite à l'observation qui va être conduite. Et puis après, on se disait qu'il y aura ce travail-là, il va aussi nous permettre de travailler plus finement la question de la formation, parce que là, ce qui a été décrit tout à l'heure par Hélène, on est bien sur le partage. Les objectifs de la formation, c'est de partager une culture commune, que ce soit le socle en fait de la coopération, de mettre en réseau les gens qui se connaissent, qu'on ne soit plus en train de dire on parle de la CAF, mais on va parler de telle personne de la CAF que j'ai rencontrée dans la formation et telle personne de la mairie ou telle personne de tel service. Et donc, c'est juste voilà, qu'on donne une réalité humaine aussi à ce chantier-là autour de la formation. Et voilà, et donc on se dit qu'au-delà de cette première formation, on aura sans doute à travailler des montées en compétences spécifiques
par rapport à chaque métier, par rapport aux différents métiers qu'il y a là. Donc ça, c'est aussi la suite du chantier un petit peu qu'on envisage. Et bien sûr, l'objectif est de pouvoir proposer des parcours aux habitants de Brest sur ces questions d'accès au droit et d'inclusion numérique, toujours, les deux volets étant menés donc de concert, avec une attention particulière au public éloigné, comme je disais tout à l'heure, qu'on n'oublie pas, et en se disant que tout le monde ne sera pas forcément sur le numérique et que, en tout cas, il y a volonté à proposer, à garder des accueils physiques pour les personnes les plus éloignées. Voilà pour ce qui est de la présentation du chantier. Je vais supprimer le partage d'écran. Et alors, du coup, tu ne vas pas avoir beaucoup de temps, Benoît. Benoît. Alors, il est là, mais on ne l'entend pas. Pas pour encore. C'est bon là? Oui. Oui, parfait, merci. Donc oui, merci. Déjà, désolé pour la confusion de tout à l'heure. Oui, donc je vais aller assez rapidement sur effectivement cette étude qui a été réalisée sous la coordination de Pierre Mazet au sein du Lab Accès, qui s'intitule « Lieu et acteurs de la médiation numérique » et qui vise à étudier les impacts des demandes d'aide e-administrative sur l'offre et les pratiques de médiation numérique. On va dire des espaces historiques dédiés à ça, qui du coup est une action qui était soutenue par la région Bretagne et qui s'est positionnée dans 3 lieux de médiation numérique en Bretagne, voilà, sur le territoire de Lamballe, donc une cyberbase, un réseau d'espaces publics numériques et une association de lutte contre la fracture numérique, c'est l'intitulé officiel. Et qui, voilà, je vais en venir assez rapidement aux différentes conclusions qui nous intéressent sur cet aspect, qui démontrent tout à la fois qu'il y a voilà, une forme d'impensé sur la définition de ce en quoi consistent les offres et les pratiques de médiation en matière d'e-administration, qu'elles viennent surtout impacter les accueils libres, les moments de libre accès des espaces qu'on a été voir, et beaucoup moins les parties plus liées à la formation, plus liées aux ateliers qui sont dispensés dans ces différents lieux. Et que les médiations numériques qui s'opéraient traditionnellement dans ces espaces un peu ouverts, ce que je disais tout à l'heure sur une certaine forme de détiers-lieuisation de ces espaces de médiation numérique, ont tendance du coup à transformer ces espaces-temps qui étaient très ouverts et très, on va dire, sérendipitaires par rapport à la demande que les gens venaient porter, les transforment de plus en plus en guichets d'accès à des démarches administratives pour des gens qui non seulement n'ont pas les compétences pour accéder à l'e-administration, mais en plus parce que, en gros, ils sont forcés à s'intéresser au numérique pour accéder à un droit, demandent de la part des médiateurs de déployer des trésors d'inventivité pour les concerner. Et comme les gens se sont forcés, ils n'ont pas envie d'apprendre. Et comme ils n'ont pas envie d'apprendre, les médiateurs font à leur place, tout simplement. Et ça se voit à la fois dans des processus qui datent un peu, par exemple lorsque les guichets d'accès à la carte grise ont fermé dans les préfectures ont envoyé les gens dans les espaces de médiation numérique et les gens arrivaient avec leur papier en disant « on m'a dit que c'était là ». Et donc, les médiateurs numériques se retrouvaient à faire à la place des gens, effectivement, des dossiers, des procédures complexes pour lesquels ils n'avaient pas été formés. Une deuxième dimension, c'est que les cadres de médiation qui portent sur l'accompagnement e-administratif sont assez inadaptés aux médiations, notamment par le fait qu'effectivement, on a des médiateurs qui n'ont pas été concernés par les différents organismes opérateurs, qui n'ont pas forcément toujours été formés et qui, en plus de ça, ne disposent pas de site internet ou de compte un peu bac à sable pour s'expériencer sur ces différentes démarches et qui découvrent souvent la démarche en même temps que l'usager, au début en tout cas. Et puis au fur et à mesure qu'ils accompagnent, mais en gros, ils s'expérimentent par l'action. Et puis en plus de ça,
il y a des changements sur les sites Internet, il y a des changements sur les démarches, il y a des changements sur les réglementations auxquels ils ne sont pas non plus associés, hein, et qui emmènent parfois à des décalages, voire même parfois entre guillemets, c'est des propos qu'on nous a rapportés, faire des bêtises dont ils sont derrière un peu responsables. Du coup, la dernière partie de ce rapport, effectivement, interroge la position assez particulière des organismes dématérialisants, qu'elles soient institutions, collectivités, opérateurs, qui sont assez absents des partenariats et qui sont pourtant au cœur des médiations et qui sont au cœur des exigences numériques qu'on fait porter en matière d'e-administration auprès des territoires. Et les médiateurs et les structures n'ont pas fait l'objet d'un intéressement. Et on pense que le développement de cet intéressement et la clarification des segments d'offres par rapport aux demandes issues des habitants est un levier important d'amélioration de l'e-administration, de l'accompagnement à l'e-administration et donc de facto de l'accès au droit. Merci. J'ai essayé de faire court. Eh ben merci, oui, très concis, bravo. Alors, on a un peu de temps pour des questions sur ce qui vous a été présenté. Alors, il y avait une question d'Arnaud, de mon collègue Arnaud, sur la présence en fait d'une association dans le projet de Cap Emploi que tu évoquais, Arnaud. Alors, oui, c'est plus qu'une association, c'est une structure associative, mais qui porte une partie du service public de l'emploi, donc effectivement, c'est une forme associative. Donc en fait, je m'interrogeais sur la qualité effectivement du tour de table animé par le CD29 et la métropole. Et comme tu évoquais dans l'exposé une attention particulière à certains publics, notamment les personnes en situation de handicap, c'est la raison pour laquelle je me suis dit finalement ils sont peut-être pas montés dans le premier train, mais ça vaut peut-être le coup de les interpeller sur la suite du travail. Voilà, c'était essentiellement. Non, mais alors juste là-dessus, parce qu'on est en fait, vu qu'on est dans une phase très opérationnelle, notamment par rapport au diagnostic et au portrait A, là, on démarre cette phase plus opérationnelle, et donc on a intégré dans le groupe de travail des personnes qui représentent les différents publics, et notamment il se trouve il y a une chargée de mission pour Brest Métropole qui est Sylvie Sovrano, qui travaille sur ces questions de handicap et qui fera le relais en fait avec les structures liées à ces publics-là. Voilà. Alors après, tout le monde est bienvenu quand on fait les grandes réunions là avec tout le monde. Toutes les personnes, c'est très très ouvert en fait comme projet, bien sûr. Hein. Là, la difficulté qu'on a quand même, c'est qu'il faut quand même être opérationnel, et dans un groupe de travail, on est obligé de limiter le nombre de contributeurs parce que sinon on n'arrive pas à travailler. Donc on a plutôt fait le choix d'avoir un représentant par public spécifique dans ce groupe-là. Voilà. Mais merci pour l'idée, je la note bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Des demandes de précision? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Ou des choses, des réactions sur des choses que vos réalités à vous, sur des choses que vous souhaiteriez partager de votre réalité sur les sujets qui font le lien avec des sujets qu'on vient d'aborder. Ah, Corinne. Bonjour. Bonjour, ravie de vous retrouver là. Oui, moi aussi, ça fait du bien. Moi, il y a une question que je me pose depuis un moment, c'est par rapport aux médiateurs numériques ou les personnes qui accompagnent des gens qui ne savent pas faire, qui doivent leur créer leur mot de passe, leur identifiant. Comment se situe le médiateur? Qu'est-ce qu'il pense? Et l'autre aussi, si jamais il y a une erreur, si jamais, je ne sais pas, je prends des cas extrêmes, il a accès à ses comptes bancaires ou j'en sais rien, et qu'il y a un problème, quelle responsabilité, quelle assurance a le médiateur? Et est-ce qu'éthiquement, ça ne lui pose pas un problème de créer un mot de passe et un identifiant? Enfin, je ne sais pas comment on arrive à gérer ça. Alors, je peux commencer à répondre, et puis si quelqu'un veut compléter ensuite, mais c'est vraiment une question qui est récurrente
et qui met les médiateurs du numérique, mais pas que, hein, même les gens qui travaillent dans des accueils généralistes, dans un inconfort permanent en fait. C'est la limite, donc les périmètres, qu'est-ce qu'on accompagne, quel type de demande, jusqu'où on va quand on voit que les gens sont en difficulté, et aussi avec cette question de la responsabilité, par exemple quand on aide quelqu'un et que ça détermine des revenus, eh bien, les gens sont très très mal à l'aise par rapport à ça, et ce qu'on comprend parfaitement. Alors, il y a un dispositif d'État qui existe maintenant, qui est Aidant Connect. Donc, la ville de Brest en a fait la demande pour des situations un peu particulières, ce qui permet aux personnes de donner un mandat, en fait, à la personne de l'accueil, médiateur du numérique ou de la personne qui travaille à la mairie, qui va instruire une demande liée, je ne sais pas, à son permis de séjour ou enfin voilà, tout type de demande. Eh bien, c'est un mandat qui est donné sur des choses particulières. Donc, la personne décrit sur quoi le médiateur ou la médiatrice est autorisé à intervenir et la durée, sur quelle durée. Et donc, nous, on va expérimenter ça à Brest, puisqu'on en a fait la demande, et on va voir ce que ça donne et ce que ça donne dans les faits. Mais en tout cas, ça rassurait certains collègues qui se retrouvent à faire à la place d'eux, d'avoir ce levier-là, quoi. Juridiquement, est-ce que c'est valable? Parce que bon, on sait qu'il y a une montée aussi de gens qui portent plainte, enfin, ou qui poursuivent des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment? Enfin, qui porte ça, quoi? Enfin, alors, après, ouais. C'est bien bordé, semble-t-il, dans le dispositif. Donc, puisque c'est un mandat, c'est la personne qui le donne, quoi, et qui le définit. Donc après, ils disent que le risque est minime à ce que la personne soit qui aide en fait, qui est dans une démarche d'accompagnement, soit inquiétée ensuite, même s'il y avait un recours ou je ne sais pas quoi qui soit fait. Ça, c'est le discours d'Aidant Connect. Hein. Après, juridiquement, moi, je n'ai pas la compétence juridique pour répondre précisément là-dessus. Oui, Arnaud? Oui, vous avez raison, c'est Corinne, hein, ouais, vous avez raison de poser la question. D'un point de vue éthique, c'est terrible, mais d'un point de vue technique, c'est tout aussi terrible, d'un point de vue fondamental. C'est-à-dire que une des premières brèches de cybersécurité, c'est de partager son login et son mot de passe, et tout le monde sait ça. Et donc, avoir une situation dans laquelle on laisse les médiateurs se voir forcer la main pour être dans des situations comme ça, c'était un non-sens absolu. Alors, Aidant Connect, à mon avis, est là, effectivement, pour protéger juridiquement les agents du service public ou les médiateurs dans cette situation. Ce qu'on peut regretter dans ce dispositif, c'est qu'il utilise une terminologie qu'on connaît. Hein, la notion d'aidant, c'est une notion qui est beaucoup plus large que simplement restreinte à cette situation. Et je pense que c'est sans doute un dispositif temporaire qui visait à compenser, à protéger en fait les agents de ce qu'on peut savoir de l'évolution de la doctrine et des composants techniques qui vont être délivrés par l'État au fil des années sur les notions d'identité numérique. Je pense que c'est un dispositif qu'il faut absolument mettre en œuvre très rapidement pour protéger nos collègues ou tous ceux qui agissent sur ce champ-là. Mais à l'évidence, ça ne sera pas suffisant parce que tous les aspects du problème que vous avez posé ne sont pas forcément traités par simplement la protection de l'agent. Comme vous évoquez la question des revenus, l'accès aux informations, alors on sait que les agents publics ont un cadre déontologique dans lequel qui n'a pas attendu le numérique pour être mis en application, mais c'est un vrai sujet. Alors ce qui nous rassure, peut-être pour finir sur une note positive, c'est que la chef de projet nationale est brestoise. Donc, qu'est-ce que ça fait comme avantage? Ça fait en fait qu'on peut communiquer avec elle assez facilement et en fonction des retours d'expérience que les différents acteurs pourront remonter de ce dispositif,
on a la possibilité, nous à Brest, de lui envoyer directement des infos en lui disant ça fonctionne ou tel autre aspect fonctionne. Je termine, deuxième point, c'est le même problème sur les professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des agents employés dans des structures privées, entreprises, qui vont par exemple sur la métropole demander via un service en ligne de privatiser un bout de l'espace public. Ça coûte de l'argent et aujourd'hui, ils le font en s'identifiant en titre personnel, ce qui est un non-sens juridique. C'est-à-dire que quand un agent d'une entreprise agit au nom de l'entreprise, il devrait pouvoir être identifié comme un acteur mandaté par la personne morale, entreprise de BTP ou ce genre de ou commerçant ou autre. Et donc, on a le même problème sur tous les services en ligne qui engagent des personnes morales, alors qu'en fait, ce sont des personnes physiques qui créent, qui actionnent la... Et donc, pour ça, on va expérimenter sur Brest aussi, grâce à ces liens avec la fameuse chef de projet France Connect au niveau national, on va expérimenter l'identité numérique professionnelle en fin d'année 2021, début 2022. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on en est encore au bac à sable technique sur ces questions. Donc vous voyez, on est dans des enjeux d'accès au droit, où à mon avis la base, c'est quand même bien l'identification précise de l'usager, qui soit, comme je l'ai dit, une personne physique ou une personne morale. Et en réalité, tout ça est en cours de construction. Voilà. Ok. Merci Arnaud, je compte sur toi pour partager ton carnet d'adresses que je n'ai pas encore. Christine Ballian. Bah écoute, tu m'enverras ça. Allez sur LinkedIn, partout. D'accord. Alors, il y avait des réactions autour du même sujet. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou des questions sur la durée du dispositif et puis en espérant que ça ne s'arrête pas trop vite et qu'est-ce qui se passe après? Oui, ben, c'est sûr qu'on n'en sait pas grand-chose pour le moment sur la durée. Il y a quand même quelque chose qui a été évoqué par, je crois c'est Stéphanie qui en parle et qui dit qu'il y a quand même un problème sur ce dispositif, c'est qu'il n'est pas ouvert aux bénévoles. Or, aujourd'hui, on a un secteur associatif qui répond et avec des bénévoles qui accompagnent et il n'est pas accessible pour les bénévoles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets par rapport à ce qui a été présenté? Est-ce que... Ah oui, dans 2 ans. Bon. Ça veut dire que ça va au moins durer 2 ans. D'autres réactions peut-être? Ou des réalités territoriales dont vous avez envie de nous parler autour de ces questions-là d'accès au droit, d'inclusion numérique? Qui se lance? Alors, Stéphane, je t'en prie. Oui, bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. À toutes. En réaction, oui, merci pour les différentes présentations. 3 points que j'ai notés. Voilà, je souhaite partager avec vous 3 points que j'ai notés dans les différentes présentations, les échanges qui m'ont semblé importants. Le premier, évoqué par Benoît Valory, et qui fait lien aussi avec notamment des travaux conduits par Pierre Mazet que tu évoquais et puis François Sorin. En lien avec la professionnalité des travailleurs sociaux, voilà, trouble dans la professionnalité des travailleurs sociaux. Quand tu parlais d'exigence, effectivement, tout comme Capacity a pu, il y a quelques années, le mettre en évidence, c'est très français que de voir ce qui manque. Hein, on parle d'illettrisme, voilà, là où nos voisins peuvent parler de littératie, on parle de ce qui manque plutôt que de ce qu'il faut viser. C'est très peu capacitant, effectivement, pour s'impliquer dans des apprentissages. Alors que de noter les exigences des démarches administratives, effectivement, c'est regarder la même problématique, mais sous un autre angle. Et plutôt que de regarder ce qu'il manque au public, notamment en termes de compétences, alors équipement puis compétences, voilà, s'interroger aussi sur les prérequis.
en termes d'exigence, qu'elle soit exigence administrative, hein, l'autonomie, la compréhension des dispositifs ou des attentes administratives, du langage aussi, et puis des exigences numériques, voilà, que j'évoquais, équipement et compétences. Le deuxième point que j'ai relevé, c'est sur la deuxième intervention, notamment de Benoît, la dématérialisation et le fait que les gens sont forcés. Finalement, tu évoquais le fait que les gens soient forcés pour accéder à des droits ou les maintenir. Les publics sont de fait forcés d'utiliser des outils et puis une dématérialisation qu'ils n'ont pas forcément choisi, enfin qu'ils n'ont pas choisi. Et là, on fait la nuance finalement. Tu disais après, ça ne donne pas envie d'apprendre. C'est la nuance entre besoin et envie. Finalement, on voit beaucoup dans les lieux de médiation numérique des publics ou les travailleurs sociaux, hein, qui reçoivent des publics qui viennent demander de l'aide aux travailleurs sociaux parce qu'ils ont besoin. Ils ont un besoin qui peut être l'accès, voilà, maintenir un droit ou y accéder, et qui relève d'une urgence, une urgence sociale et aujourd'hui une urgence sociale numérique. D'où l'intérêt aussi pour les travailleurs sociaux aujourd'hui d'intégrer du numérique dans leur pratique et de voir leur rôle, leur posture impacté par le numérique et induit par la dématérialisation. Alors la personne peut venir avec un besoin qui parfois n'est pas le sien. Ça peut être le besoin de Pôle emploi ou de la CAF. Voilà. Je viens voir le travailleur social ou le médiateur numérique parce que j'ai besoin de savoir utiliser un mail ou de me créer un espace personnel. Mais est-ce que j'en ai envie? Et du coup, la nuance entre besoin et envie, le besoin peut ne pas donner envie d'apprendre, là où l'envie, elle, peut impliquer dans des apprentissages. Et du coup, l'intérêt, c'est aussi, pour les médiateurs, comme pour aujourd'hui, je le pense, les aidants, et notamment les travailleurs sociaux ou les bénévoles, professionnels ou bénévoles, c'est aussi d'interroger, d'aller voir du côté de l'envie. Et l'envie, effectivement, quand on est opérateur de service public, l'envie que l'on a, en tant qu'opérateur qui dématérialise, c'est que les publics apprennent à utiliser leurs outils. Et donc, on continue en silo de cette façon à souhaiter que tel usager soit autonome sur mon site, sur ma plateforme. Or, il faut être clair, faire sa déclaration d'impôt en ligne, on peut en percevoir l'intérêt, etc., citoyen, collectif, autre, mais est-ce que ça fait vibrer quelqu'un dans l'assemblée virtuelle? Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit de ce côté-là qu'on aille trouver de l'envie. En tout cas, et l'émancipation, la capacitation, c'est peut-être en faisant un pas de côté, et tu le rappelais, tu l'évoquais, Benoît, aussi, c'est peut-être d'aller voilà, du côté de ce qui fait sens chez la personne. Et parfois, et je fais lien avec un début de semaine où je formais des travailleurs sociaux, et l'envie d'une travailleuse sociale était, elle est fan de permaculture. Et finalement, trouver un vecteur et utiliser le numérique non plus seulement comme objet, mais comme sujet d'apprentissage, non plus comme sujet d'apprentissage, mais aussi comme objet d'apprentissage et vecteur d'émancipation, de capacitation. Je pense que c'est un point essentiel sur lequel on ne pourra pas s'en dédouaner, et que cela ferait aussi sens pour revenir après et transférer des compétences que l'on développe dans un cadre émancipateur. Ces mêmes compétences, quand je cherche une vidéo sur une plateforme de vidéo autour de, je sais pas, la cueillette des champignons ou la permaculture, eh bien, ces compétences, je peux aussi les développer et les transférer dans un autre contexte qui peut être lié aux besoins et à l'accès aux droits. Merci Stéphane. Pour en finir, je m'arrête là. Voilà, c'est l'idée du bac à sable. C'est essentiel que d'avoir des bacs à sable. On a la maquette du site des impôts, mais à Caen, ça fait depuis 2016 que les acteurs de la médiation numérique le réclament. Voilà, des sites miroirs ou bac à sable pour accompagner le public sans être sur des comptes réels. Merci.
Merci. Il y a Monique, en fait, Targouache, qui est là et qui a posté un petit message. Et je l'invite à prendre la parole, en fait, pour nous dire, peut-être illustrer ce qu'elle vient d'écrire. Merci, Monique. Effectivement, avec ce qui était dit précédemment, Stéphane, ou je ne sais plus le nom de la personne précédente, d'amener les personnes, enfin de sortir un peu du numérique subi, donc de proposer des activités de détour pour pouvoir les amener vers le numérique de façon émancipatrice et agréable. Donc je prends l'exemple de ATD Carmonde à Brest, où on a un atelier lire-écrire numérique, où on publie des articles en ligne, et ce qui amène donc les personnes éloignées à utiliser le numérique d'une autre manière, d'une manière émancipatrice, agréable. Et ensuite, c'est plus facile pour aller vers les démarches en ligne. Enfin, je trouve que ça ouvre. C'est un petit peu aussi ce que fait Régine Rouet à Kérourien avec le Fab Lab. Enfin, je pense, Elisabeth, que tu en parlerais mieux que moi. Et notamment la brodeuse numérique qui a un succès assez important. Les personnes viennent effectivement donc, à cette activité-là, enfin au Fab Lab. Et après, vont venir au PAPI, au point d'accès public à Internet, pour faire leur démarche. Donc, c'est vraiment aller vers le numérique d'une manière détournée, quoi. C'est tout. Oui, complètement. Et pour Kérourien, c'est vrai que la brodeuse numérique, c'est assez extraordinaire de voir comment très spontanément les personnes viennent voir et qu'elles font de la broderie. Et quand elles viennent, elles font de la broderie, elles ne font pas du numérique. Sauf qu'à la sortie, elles ont pu avoir une approche du numérique un peu différente, même carrément différente que celle qu'on peut avoir dans le cadre de démarches administratives. Et on voit bien aussi à l'atelier lire-écrire numérique, où on met les choses en ligne, les personnes maintenant vont régulièrement voir le site et parce qu'elles veulent aller voir ce qui s'y passe, quoi. Et c'est pas faire du numérique non plus, quoi. Donc, importance de tous ces genres de démarches. Benoît, tu voulais oui, je voulais compléter déjà bien pour rappeler que ce qu'on fait au niveau du libre accès, c'est s'intéresser à l'e-administration. Donc, il y a tout ce qui relève du numérique, mais il y a tout ce qui relève surtout de l'administratif. Et que effectivement, les ateliers qui peuvent être menés de ce type-là et qui sont très importants et qui sont essentiels, y compris sur les aspects d'ailleurs de fabrication, en brodeuse numérique, Fab Lab et tout ça, il y a des gens qui rentrent par là. C'est très bien pour la partie numérique, mais ça ne résout pas la partie de la médiation qui est de nature plus administrative que numérique. C'est pas deux couches, hein. Tout ça est lié. C'est voilà, dans les mots utilisés, dans les processus, dans les sites même, et la façon dont voilà. Vous donnez un exemple, voilà, je parlais de la carte grise tout à l'heure. Pour réussir une démarche de carte grise, il faut fournir un certain nombre de papiers qui ne sont pas forcément évidents à avoir parce qu'il faut les demander par numérique. Et là, on est dans une relation administrative. Et ensuite, il faut savoir les scanner ou les photographier et réduire la taille du scan pour qu'il fasse moins de 1 méga. Là, c'est une compétence numérique. Vous voyez, tout ça est imbriqué. Donc, et de la même manière, les médiateurs numériques sont formés à la médiation numérique, mais pas à la médiation administrative, pas au processus, on va dire, administratif de l'accès au droit. Et ça, c'est effectivement un véritable angle mort. Et du coup, le cadre des médiations sur les démarches administratives est assez inadapté si les individus, effectivement, ne disposent pas d'une compétence numérique minimale et que leur démarche est de nature plus administrative que numérique. Ce qui amène à ce qui était exposé tout à l'heure, on demande aujourd'hui aux médiateurs numériques de concerner des publics par rapport à des entrées qui sont e-administratives, qui ne sont pas numériques. C'est-à-dire, je vais essayer de vous concerner sur le numérique parce que vous devez remplir une démarche pour l'emploi. Et comme ça vient d'être dit, les gens ils sont beaucoup plus motivés pour apprendre à utiliser un outil qui va leur servir, brodeuse, mail, relation avec la famille, WhatsApp, enfin voilà, que pour accéder effectivement à une déclaration qui finalement est numérisée et dématérialisée, mais a peu à voir avec la culture numérique. Merci. Alors, qui veut compléter? Je vois un message. François Vergnon. Est-ce que vous voulez le dire à haute voix? Oui, en fait, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Benoît. Le problème de la démarche administrative, elle est
à deux entrées. Elle est liée à l'administration d'un côté, à la démarche administrative et aux besoins, mais elle est liée à l'outil numérique. Stéphane parlait tout à l'heure des travailleurs sociaux qui étaient obligés d'avoir eux aussi une brique de compétences numériques pour pouvoir faire leur travail initial. On a la même chose avec les agents administratifs ou les secrétaires de mairie en milieu rural. Là, moi, je fais bien la différence. Arrivant de Bordeaux Métropole où ce problème ne se pose pas du tout sous cette forme-là. Ici, le premier rideau, c'est l'agent d'accueil qui sait peut-être quelle démarche il faut faire, mais ne sait pas forcément comment le faire et n'est pas forcément armé pour pouvoir le faire à la place de quelqu'un ou pour transmettre la compétence. Et là, ce n'est pas son job. Donc, il y a bien ce problème-là aussi de c'est pas uniquement le numérique, c'est pas uniquement l'administratif, c'est bien la combinaison de plusieurs facteurs qui fait la difficulté. Il y avait Annabelle qui pointait quelque chose d'intéressant. Annabelle, tu... Oui, en effet, enfin, pour avoir un peu travaillé, lu les travaux de Pierre Mazet, et moi je trouve, et d'avoir aussi travaillé plusieurs années sur ces questions d'inclusion, je pense qu'il y a un vrai problème pour beaucoup de personnes, c'est de comprendre comment fonctionne l'administration à laquelle ils s'adressent. Sans parler, et je crois que c'est Benoît qui vient de parler à ça, c'est que, ne serait-ce que pour une identification, créer un profil sur une plateforme d'e-administration, fondamentalement, c'est un peu la même chose que de créer un identifiant sur une plateforme de vente en ligne, sauf que les enjeux sont complètement différents. Si vous vous plantez ou si vous montez sur le revenu ou pour diverses raisons auxquelles je ne rentrerai pas dans les détails, vous allez perdre ou gagner des droits. Et là, ça peut avoir des conséquences extrêmement importantes. Et c'est pas simplement, et c'est les deux, la combinaison des deux, effectivement. C'est comment je comprends l'administration qui est derrière, ce qu'elle me demande, pourquoi elle me demande de déclarer le nombre d'enfants ou le nombre d'années où j'ai travaillé, et comment je peux le traduire dans une plateforme numérique qui est encadrée, qui est structurée, qui est archisée d'une certaine manière que je ne comprends pas non plus. Moi, Hélène, on a travaillé ensemble il n'y a pas très longtemps sur la sociologie du travail, et on passe régulièrement moi, Daniel Blake de Ken Loach, et ça, alors c'est le système anglais, mais ça illustre complètement ça, où il se confronte à la fois à une bureaucratie totalement kafkaïenne et un apprentissage de plateformes numériques, d'ordinateurs en même temps, et c'est complètement traumatisant, enfin je pense pour certains, d'avoir les deux en même temps. Voilà ce que je voulais dire. Merci Annabelle. D'autres réactions? Alors, on arrive un peu au bout du temps qu'on s'était accordé pour cet atelier, et on avait un petit tuilage à faire par rapport à demain, et surtout vous inviter à partager vos projets demain après-midi. Je ne sais pas, Benoît, tu présentes un peu ce temps-là ou... Oui, tout à fait, si tu veux, pas de souci, au contraire. Voilà, on s'est dit, notamment parce qu'on voit que voilà, on a des choses à se dire, des choses à échanger, que les personnes qui étaient présentes aujourd'hui et peut-être d'autres, voilà, auraient envie qu'on puisse proposer un temps d'échange assez ouvert. Alors bien évidemment, qui fonctionnera avec des outils à distance, hein, mais l'idée étant que voilà, vous avez certainement vous-même des projets, des sujets, des questions dont vous auriez envie de parler. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse offrir, on va dire, un cadre d'animation, hein, un cadre de répartition qui vous permette de le faire. Voilà, demain matin pour celles et ceux qui le voudraient. Alors, est-ce que certains d'entre vous souhaitent présenter des choses demain et des projets sur lesquels vous travaillez ou que vous avez envie de partager pour avoir un retour, avoir une réponse à une difficulté rencontrée, avoir des illustrations peut-être qui peuvent aider ou simplement envie de partager, hein, c'est ce qui est fait sur vos territoires. N'hésitez pas. Hein.
Est-ce que... Ah oui, mince. Certains ne sont pas dispo demain, ouais, ça fait 2 après-midi. Voilà. Alors, il y a un formulaire que vous pouvez compléter si vous avez, tout à l'heure, si vous avez vous n'êtes pas obligé de dire à la seconde. Vous pouvez tout à fait... donc, je suis en train de chercher le lien, en fait. Je le mets dans le chat, si tu veux. Ah, génial, super. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, ok. C'est une forme, on va dire, de forum ouvert. Hein, voilà. Et ça peut être aussi tout simplement, tiens, je me pose une question. Je ne connais pas Aidant Connect, qui connaît, enfin voilà. Vraiment, je pense que, enfin, nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut remplacer toute la partie des échanges informels, mais des choses hyper intéressantes qui se créent au niveau du forum, hein, d'habitude, qui font partie des choses que moi j'apprécie particulièrement lorsqu'on a la chance de se rencontrer en vrai. Et donc, voilà, proposer un peu ce format très forum ouvert, en constituant, voilà, en essayant de regarder des centres d'intérêt, des intentions communes ou juste des sujets de conversation, pour vous autoriser, enfin nous autoriser à nous réunir comme ça sur des échanges informels où il n'y a rien à produire, entre guillemets, il n'y a pas d'enjeu commun, sauf pour celles et ceux qui voudraient faire un petit pad pour partager ce qu'ils ont eu. Mais voilà, c'est cette occasion qu'on laisse à chacune et chacun de s'emparer d'un petit bout du forum. Ok. Bon, pas de candidat pour l'instant. Bon, vous avez le lien, donc surtout n'hésitez pas, et nous on est toujours très preneurs aussi de découvrir les initiatives que vous portez ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à compléter le questionnaire, on regardera ça demain matin et puis on vous retrouve demain après-midi pour ceux qui sont disponibles. Et s'il n'y a pas de sujet en particulier, je pense qu'il y a quelques thèmes qu'on pourra, quelques sujets qu'on pourra lancer. Bon, on a vu Aidant Connect, il y a matière, je pense, à en discuter, peut-être à en faire une petite présentation à partir de ce qu'on sait, mais peut-être d'autres thèmes aussi qu'on pourra vous proposer. Voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un souhaite rajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte? Une proposition de Stéphanie dans le chat, sinon. Ah, j'ai pas vu. Mais qui ne doit pas pouvoir être présent parce qu'elle parle au conditionnel. J'aurais adoré. J'aurais adoré. Mince, Stéphanie. Merci en tout cas pour les prises de notes, Stéphanie et Corinne. Peut-être j'ai pas regardé qui. Ouais. Merci à vous pour ces prises de notes. Et donc la proposition de Stéphanie sur la mise en œuvre opérationnelle du diagnostic. Eh bien, on peut en parler, mais oui, dommage que tu ne sois pas là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour ce temps d'échange. Et puis, rendez-vous demain pour ceux qui sont dispo. Ce sera vraiment avec plaisir. Et voilà. À très bientôt. Merci à tout le monde. Merci, Elisabeth. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.